Bonjour, bienvenue sur Flip, c'est Serge. Aujourd'hui, je reçois Édouard Fornas, fondateur de Nutri & Co. Bonjour Édouard. Salut Serge. Comment ça va? Écoute, ça va très bien. Merci pour ton invitation, c'est très sympa. Avec plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter? Ouais, bien sûr. Écoute, j'ai 33 ans et j'ai fondé Nutri & Co il y a bientôt 4 ans. Je suis provençal et très attaché à ma région. Très bien. À quel moment tu as flippé? Alors, si on entend un peu le déclic pour passer dans le monde de l'entrepreneuriat, étant donné que je suis issu d'une culture familiale très entrepreneuriale, il n'y a pas vraiment eu de déclic. C'était plutôt l'inverse, c'est-à-dire que le déclic, ça a été de basculer dans le salariat 2-3 ans, les premières années de ma carrière professionnelle. Et puis en fait, je me sentais pas à l'aise dans cet environnement. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai jamais connu mon père salarié de son vivant et que les codes professionnels qui m'avaient été transmis de par mon éducation ne matchaient pas du tout avec ce que j'avais découvert dans le salariat. Donc en fait, très rapidement, je me suis penché sur l'entrepreneuriat. Et si on peut parler quand même d'un déclic, on va dire que c'était à la sortie de l'été 2016. J'avais ce qu'on appelle originé l'idée de Nutri & Co dans l'été 2016. Et en fait, en septembre, je me suis dit, allez, là, je donne tout. J'y vais à 100% et je dédie ma vie à ce projet pour tenter l'aventure. Très bien. Lors de notre préparation de notre podcast, tu as parlé de différentes écoles de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu pourrais nous les présenter? Bien sûr. Alors, c'est vraiment une analyse personnelle. Je prétends pas avoir la vérité absolue. Étant donné que voilà, je suis issu de cette culture entrepreneuriale, je pense avoir une vision un peu de l'évolution de l'entrepreneuriat sur les 30 voire 40 dernières années, puisque mon père était lui-même entrepreneur à partir de ses 25 ans. Pour moi, il y a trois écoles. Il y a une école, on va dire, un peu historique, qui est caractérisée aujourd'hui d'école provinciale. Où globalement, c'est quoi? C'est un passionné, par exemple, c'est pas moi, qui va s'intéresser, je sais n'importe quoi, à des tuiles de toit, tu vois, par exemple, en région provençale, on a des tuiles particulières, il va se lancer dedans sans aucune connaissance du business, par pure passion. Et bien entendu, à un moment donné, il est rattrapé par les logiques de gestion d'entreprise, qui va obliger de commencer à discuter avec des banques, de chercher des fonds, etc. Et généralement, les parcours de ces entrepreneurs ne sont pas les mêmes que les deux autres. Le second, ça va être celui qui est très connu, qui est le plus mis en avant, c'est le parcours un peu start-up, où là, on a derrière un petit peu le spectre des VC parisiens, les levées de fonds, qui sont interprétées en elles-mêmes comme des success stories, etc. Donc, parfois, c'est pas vraiment le cas. Et il y a une troisième culture entrepreneuriale que j'aime beaucoup, qui est une culture de petit entrepreneur du net. Quand je dis petit, c'est pas du tout péjoratif. C'est des personnes en fait qui renoncent au salariat et qui vont aller se former sur des tutoriels sur YouTube. Voilà, donc il y a eu la grande vague du dropshipping, il y a eu la grande vague du Amazon Sailing et je pense qu'on va en parler. Et c'est pas fini. Aujourd'hui, il y a aussi la vague de l'influence, de YouTube. Voilà, il y a certains aussi podcasteurs qui viennent de ces courants-là. Et là, on est sur des dynamiques différentes. La première culture, c'est des gens, si tu veux, qui comprennent pas vraiment ce qui leur arrive. Et ils découvrent tout au fur et à mesure. La seconde, les start-upers, leur objectif, c'est de faire une licorne. Et la troisième, c'est des gens qui vont chercher à se faire une petite rente. Souvent, ils ne veulent pas recruter. Tu vois ce que je veux dire? Ils veulent rester seuls. Voilà, ils ont une vision de la rente de l'entrepreneuriat. Voilà, si tu veux, pour moi, les trois écoles de l'entrepreneuriat aujourd'hui, une école provinciale, une école d'entrepreneurs du net un petit peu démerdard, en dehors des sentiers battus, et puis ce que tout le monde connaît, la start-up avec l'objectif de faire une licorne. Très bien. Tu te considérais de quelle école? Moi, je pense que je suis un petit peu au centre de ces trois écoles. Pourquoi? Parce que mon père est principalement issu de la première, mais a été happé quelque part un peu dans la seconde. Et puis, notre génération, je pense, a initié l'école de l'entrepreneuriat d'Internet. Et donc, si tu veux, moi, je suis un peu au milieu de ces trois éléments-là. C'est-à-dire que en ayant fondé Nutri & Co et en ayant eu un phénomène de ramp-up via Amazon, il est évident que j'ai une part importante qui vient de cette culture un peu de l'entrepreneuriat du net, avec les tutoriels où tu te formes sur YouTube, etc., où tu échanges sur des blogs, des forums. Moi, si tu veux, The Family, Station F, etc. Je connais, mais j'ai jamais fréquenté et c'est pas là que j'ai été chercher les éléments qui m'ont permis de percer. Donc je dirais que je suis pas issu du courant
start-up, même si par la levée de fonds qu'on a réalisée après, et également par les codes modernes de l'entrepreneuriat, j'en suis tout de même un peu imprégné. Et donc, par ma culture familiale, tu l'as compris, j'ai quand même aussi un petit peu cette dynamique, cette culture provinciale. Donc, je suis un peu au milieu des trois, désolé, c'est une réponse de Normand, mais voilà. Après, si tu me demandes laquelle je préfère, je dirais très sincèrement la provinciale et celle du net. Je me sens beaucoup moins attiré par la culture start-up. D'accord. On sait que pour créer sa start-up, c'est important de construire une très bonne équipe. Justement, comment, selon toi, on construit une bonne équipe? Alors, une équipe, déjà, c'est quoi? Faut revenir un peu là, au sens du mot, c'est associer des personnes pour les faire avancer dans une direction commune. Donc, globalement, il te faut des bons et il te faut aussi des personnes qui aient une certaine allégeance dans le projet et dans la personne qui va incarner le projet. Donc, trouver des profils talentueux, ça, finalement, je pense que c'est probablement le moins compliqué. Bah, c'est le système de recrutement classique, hein, donc CV, après t'appelles des référents, bon, je vais pas m'attarder dessus, ça tout le monde connaît. Ce qui est plus compliqué, c'est de développer l'allégeance. Comment cultiver cette allégeance? Encore une fois, moi je prétends pas avoir la réponse parfaite, mais je vais te dire ce que j'ai fait de mon côté. Aujourd'hui, j'ai une équipe de 30 personnes. A priori, le modèle fonctionne pas trop mal, on va bientôt souffler notre quatrième bougie. Comment on fait pour développer cette allégeance? D'abord, je pense que l'association est importante. L'association, c'est quoi? C'est les premières personnes qui ont rejoint Nutrien&Co ont été associées au capital, peu importe leur profil. On a même une stagiaire qui a été transformée en CDI, qui détient un petit peu de capital de Nutrien&Co. Ensuite, le deuxième élément, je pense qu'il ne faut pas chercher à associer des gens qui sont issus de la même culture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, je pense que toi, tu dois le constater tous les jours dans tes podcasts, souvent, tu vas retrouver des personnes qui ont le même métalangage issu de la culture startup, parce que c'est la culture dominante. Et Tellement. aujourd'hui, dans Tellement. l'entrepreneuriat, tu as un jeu de théâtralisation où il faut cocher les cases. Si tu utilises certains mots, tu vas rassurer ton interlocuteur, etc. Et en fait, la pire des choses dans l'entrepreneuriat, c'est d'aller chercher des gens qui cherchent à se rassurer, qui cherchent la sécurité, parce que tu n'as pas de sécurité à offrir. Donc, pour contrer ça, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher des gens de tous les milieux. Et quand je dis de tous les milieux, c'est pas forcément les milieux sociaux, mais de tous les milieux professionnels. Donc j'ai des gens de la culture startup, mais j'ai des vieux briscards de terrain, si tu veux, un peu commerciaux. J'ai des gens qui sont sur la supply, qui viennent d'une culture un peu geek. J'ai des fous des réseaux sociaux. Et chacun a un métalangage qui est différent, et c'est ce qui a finalement, enfin métalangage, une culture qui est différente. C'est ce qui a finalement permis de recréer une culture que j'ai essayé également de structurer autour de l'histoire. Pourquoi? Parce que en tant que fondateur de Nutrien&Co, j'en suis quand même un peu le leader pour tout ce qui est vision, etc. Et je pense que le fondateur a un rôle dans l'incarnation de cette culture. Moi, comme je suis fan d'histoire, on a développé en fait tout un petit système d'avatar. Nous, on utilise Discord en interne, et donc chacun va chercher un petit personnage historique. On a un livre, ce qu'on appelle le grand livre de Nutrien&Co, où on inscrit les faits d'armes des membres de l'équipe. On fait également sonner un petit, ce qu'on appelle le tocsin. Donc c'est une sorte de petite musique pour célébrer les actes héroïques un petit peu au quotidien. Voilà, toute cette culture assez forte qui permet vraiment d'engager dans une direction commune. Et bien entendu, en cherchant également à donner du sens aux personnes qui me rejoignent. C'est-à-dire en incarnant une direction et en cherchant à ce qu'ils adhèrent à cette direction. Et donc très régulièrement, on fait une réunion mensuelle avec l'ensemble de l'équipe. Et au-delà de tout l'aspect technique, des chiffres, etc., on fait toujours un petit rappel de pourquoi on se bat, pourquoi on est ensemble. On rappelle les valeurs. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où il y a une perte de sens, on sait plus trop où on va, et il y a énormément de personnes qui, lorsqu'elles rentrent dans des entreprises, et surtout des jeunes entreprises qui défendent des valeurs, des visions, etc., vont chercher ce sens-là. Et donc, je pense que le fondateur doit essayer d'amener ça. C'est la fameuse vision du fondateur où l'équipe doit adhérer. C'est ça. Très bien. On va parler un peu de Nutrien&Co. La première question que j'aimerais te poser, c'est quoi Nutrien&Co exactement? Alors en fait, Nutrien&Co, c'est une entreprise française qui s'évertue à légitimer le rôle clé des nutraceutiques en matière de prévention santé et auprès du plus large public. La nutraceutique, c'est quoi? C'est le nom générique de l'industrie des compléments alimentaires. Complément alimentaire, c'est le mot réglementaire. Et nous, on n'est pas très fan de ce mot complément alimentaire parce que traditionnellement, ces produits ont été marketés comme des médicaments. Or aujourd'hui, les médicaments, c'est une approche curative de la santé et l'approche curative n'est pas valorisante socialement. Et on a besoin de consommer des produits desquels on est fier
Et à partir de là, il fallait, si tu veux, changer un petit peu son fusil d'épaule. Donc en 2008, on a trouvé le mot nutraceutique dans le plus grand salon de notre industrie. Tout le monde parlait de Nutra. Trop bien, Nutra, c'est court, c'est vachement intéressant. Et on a revisité toute la sémantique et même, je dirais, tout l'esthétisme de cette industrie pour sortir du blister un peu blanchâtre, blafard qui rappelle le médicament et pour essayer d'aller singer les codes de la cosmétique pour imposer le réflexe du quotidien, expliquer que ces produits ne fonctionnent que s'ils sont pris dans une approche préventive. Et donc, le réflexe du quotidien, là, devient important. Et donc, finalement, pour résumer, complément alimentaire, t'es passif, tu rentres dans une pharmacie parce que t'as un problème au genou et que tu veux le curer. Alors que, avec la Nutra, le diminutif de nutraceutique, t'es acteur de ta santé. Tu veux être en avance sur ta santé. Et au même titre que tu prends soin de ton enveloppe externe avec la cosmétique, et ben avec ce type de produit, tu vas prendre soin de ton enveloppe interne. Très bien. Et aujourd'hui, est-ce que tu aurais des chiffres sur le marché de la nutraceutique, justement? Bien sûr. Le marché en France est à peu près, pèse à peu près 2,3 milliards d'euros, sachant qu'il y a à peu près 300 millions qui sont réalisés sur le digital. Nutrienco étant une digital native. Bon, après, digital native, aujourd'hui, ça veut plus dire grand chose. On va dire que nous, on est une Amazon native. Je pense que ça a encore un peu de sens, ça. Un Français consomme en moyenne 20 euros de Nutra par an, quand nos voisins transalpins sont à 60 euros. Donc, on a un grand retard qu'on est en train de rattraper puisque le marché a doublé en 10 ans. Internet est en train d'exploser. Le marché également le circuit de la pharmacie, qui est un circuit de conseil, a beaucoup accéléré sur les dernières années. On a également tout ce qui va être les magasins spécialisés type Biocébon, Naturalia, etc., qui en proposent de plus en plus. Et en fait, les Français, tout simplement parce qu'ils s'inscrivent de plus en plus dans une dynamique de self-care et donc d'anticipation vis-à-vis de leur santé, sont de plus en plus sensibles vis-à-vis de ce type de produit. Vous proposez quel produit aujourd'hui chez Nutrienco? Alors, une gamme de 12 produits. Là, le dernier qui est sorti, c'est une protéine végétale avec un spectre d'acides aminés complet. Mais surtout, le défi, en fait, c'était d'avoir une protéine végétale qui ait bon goût et qui a une texture à peu près honnête. Parce que jusqu'à maintenant, c'était quand même assez sableux ce qu'on trouvait sur le marché. On est assez content. Et après, pour faire bref sur le reste, on revisite, en fait, les classiques. Donc, magnésium, curcuma, spiruline, probiotiques, etc. Mais à chaque fois avec l'objectif de magnifier l'ingrédient. Là, on est en podcast, mais si nos auditeurs vont sur notre site, trouvent des flacons Nutrienco demain dans le retail, ils pourront s'apercevoir que on ne rentre pas sur un produit Nutrienco par le bienfait proposé, comme beaucoup de produits sur ce marché, mais on y rentre par l'ingrédient parce qu'on est éduqué. Et donc en fait, nous, on va vraiment chercher les ingrédients qui fonctionnent. On va les associer avec des cofacteurs pour vraiment tirer un maximum de bénéfices via des synergies, etc. Et ça s'adresse à tout type de personnes. Ça s'adresse à des sportifs, à des personnes qui sont dans un style de vie un peu healthy, à des personnes également qui peuvent rencontrer des problèmes. Parce qu'on a 30% à peu près de produits Nutra qui sont quand même orientés sur la curation. Donc tout le monde peut être intéressé par ces produits. Qui sont vos concurrents? Est-ce que vous en avez déjà? Et qui sont-ils? Ouais, c'est un marché qui est très compétitif, mais qui est en même temps très cloisonné. Cloisonné, pourquoi? Parce que globalement, tu as, on va dire, 4 canaux de distribution principaux. Et en fait, c'est un marché qui se définit par son canal de distribution. Donc, tu as la pharma qui représente entre 40 et 50% du marché aujourd'hui. Et donc, nos concurrents sur ce marché-là, ça va être des Arco Pharma, des Pilège, des Nutergia, des NHCO, des Aragon. Donc, des noms qui disent pas forcément grand-chose probablement à nos auditeurs, parce que bon, quand on a une trentaine d'années, je pense que ça doit être à peu près la moyenne d'âge de tes auditeurs, on rentre pas dans une pharmacie tous les jours, bien que ce soit le premier ou le deuxième commerce le plus fréquenté des Français, quand même, faut savoir. Mais ça, c'est quoi? C'est des laboratoires spécialisés en nutraceutique qui développent des formules. Bon, bah, ce sont, prime abord, des concurrents, surtout que demain, nous, on souhaite aller en pharmacie. Ensuite, on va avoir l'équivalent sur les magasins spécialisés, donc les magasins bio. Ensuite, on va avoir le digital, mais dans le digital, tu as 2 sous-branches. Tu vas avoir le digital avec des e-shops et le digital avec Amazon. Et à chaque fois, on a une typologie de concurrence différente. Et en fait, l'idée de Nutrienco, c'est de se dire, notre objectif est d'être la première marque nutraceutique qui casse les codes de l'industrie en passant outre l'imperméabilité des différents circuits de distribution. Et donc, on est né sur Amazon, on s'est développé ensuite avec un e-shop en propre. Et là, actuellement, on est en train de débarquer dans le retail en pharmacie. Voilà si tu veux un petit peu notre approche. Et on est la première marque à être capable de passer comme ça d'un canal à l'autre. C'est très bien justement que tu reparles d'Amazon, ça va me faire la transition parfaite. Donc tu l'as dit, c'était vous avez fait votre lancement via Amazon. Quelle a été la stratégie adoptée et comment on réussit justement un lancement sur Amazon?
Ouais, alors en fait, si tu veux, c'était pas vraiment une stratégie, c'était pas en mode McKinsey, on se pose autour d'une table et on se dit comment on fait pour percer. C'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. En fait, moi j'étais en 2016 en train de me centrer, enfin de me recentrer un peu sur qui j'étais. Je faisais pas mal de sport à ce moment-là. Je m'intéressais à ce que je mangeais. Je commençais à comprendre que les diètes occidentales étaient carencées sur certains micronutriments clés. C'est comme ça que je me suis intéressé à la Nutra. J'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire dessus, mais j'avais pas de canal de distribution. Et donc, je t'ai cité les quatre canaux qu'il y a. Donc, c'est pharmacie. Mais pharmacie, j'ai démarré avec 30 000 euros. Donc, j'allais pas arriver avec une petite attaché caisse. Le stock de magnésium, c'est un premier produit que j'ai à peine pu financer. Sans aucun bagage scientifique ni rien. C'était clairement impossible. Si t'arrives pas avec un effet de gamme, etc., tu perces pas. Magasin bio, c'était pareil. E-shop, bon, t'es mieux placé que moi pour le savoir. Pour rentabiliser un e-shop aujourd'hui sur le digital en France, t'as quand même une inertie qui est importante. C'est pour ça qu'il y a une frénésie de levée de fonds, etc. En fait, pour rentabiliser un e-shop aujourd'hui, il y a quand même besoin d'une sacrée injection de cash. Elle est finie, l'époque de l'Eldorado 2010, ou si tu veux, avec 3 francs 6 sous, tu pouvais percer. Et aujourd'hui, ce qui est terrible en plus, c'est que il est extrêmement facile de lancer un business sur Internet et que donc les CPC et les CPM, globalement la pub sur Internet, ne cessent de coûter plus cher. Donc, si t'as pas une image de marque très solide et que t'es pas capable de l'emporter, c'est compliqué. Je pense que ça a beaucoup alimenté sur la partie consumer goods la logique de surenchère au niveau des levées. Et il y avait en fait une quatrième voie, c'était Amazon en fait. À l'époque, personne parlait d'Amazon, c'était rien, etc. J'ai un pote qui m'en a parlé. Moi, j'ai commencé à regarder les tutoriels aux États-Unis et là, je me suis dit voilà, alignement des planètes, une idée, une opportunité, faut y aller. Et à l'époque, sur les verticales que sont les nôtres, la marketplace n'était pas mature. Donc, il y avait vraiment moyen de se lancer, si tu veux, avec 10 commentaires, tu t'appelais 3 potes, tu leur disais est-ce que tu peux me prendre un flacon. Très honnêtement, au début, c'est comme ça que ça a démarré. En fait, très rapidement, on a positionné notre magnésium en numéro 1 de sa catégorie, donc on a commencé à maximiser des volumes. On a respectivement Spirulina et Probiotiques qui sont sortis en tout début 2018. Et là, en fait, on tape les 100 cas de chiffres. Et c'est là où on s'est dit, bon, ok, il faut commencer à réfléchir, à organiser, à avoir une stratégie. Mais en fait, il n'y avait pas de stratégie avant. C'était un truc de pirate au début. Voilà comment on s'est lancé. Et tu penses qu'aujourd'hui, justement, c'est encore possible de se mettre en avant sur Amazon comme vous l'avez fait? Ça dépend de la verticale, c'est-à-dire du segment de produit et des moyens mis en œuvre. Et il y aura toujours, par nature, des segments non matures sur Amazon où un entrepreneur de la culture du net qui arrive avec 10 000 euros, même moins, 5 000 euros, pourra tenter de faire quelque chose. Après, aujourd'hui, en nutraceutique, la verticale est très mature et pour arriver à prendre une position, c'est très compliqué. Honnêtement, c'est très très compliqué. Je prends un exemple très simple. Aujourd'hui, ce qui permet de vendre sur Amazon, c'est en grande partie le nombre de commentaires clients que tu as récoltés depuis le lancement de ton produit. Amazon, depuis 3 ans, a drastiquement changé sa politique d'encadrement des commentaires clients. Et il est quasiment impossible aujourd'hui de récupérer du fake avis. Donc à partir de là, de mon point de vue, sans passer par des méthodes offshore qui sont illégales et qui risquent de te faire suspendre ton compte par Amazon, c'est très compliqué. Voilà. En tout cas, c'est au moins aussi compliqué que de lancer un e-shop aujourd'hui. Est-ce que le bad buzz qu'a eu Amazon durant la pandémie, ça a eu un impact sur l'achat de vos produits sur Amazon? Non, pas vraiment en fait, parce que alors tout dépend de où est-ce qu'on se situe sur enfin de quel moment est-ce que tu parles de la pandémie. Mais si on parle du premier confinement, il y en a pas eu pour une raison très simple, c'est que les gens dans la panique, et c'était la panique, oublient complètement la planète et les pauvres salariés de Nutri&Co. Ils ont envie de sauver leur peau entre guillemets. Je caricature, mais donc dans des phénomènes de panique, on se recentre vers les choses qu'on connaît, les choses qui nous rassurent, et Amazon en faisait partie. Après, derrière ça, il y a un débat qui est compliqué. Mon avis est le suivant, c'est de dire que si Amazon a eu ces centres qui ont fermé pendant le premier confinement, c'est pas pour des problématiques, enfin pour les problématiques qui ont été communiquées tout à chacun via la presse. Je pense que c'est parce que la Poste était en train vraiment de se casser la figure et que l'État n'avait pas d'autres moyens, parce qu'Amazon connaissait un hub extraordinaire. Et pour permettre de restaurer la Poste, ils ont cuté Amazon. À mon avis,
Je prétends pas avoir la vérité, mais je serais pas surpris qu'une part de la vérité se trouve en fait, si tu veux, dans cette analyse. Pourquoi? Parce que à la Fnac ou chez Cdiscount, les procédés sanitaires pour sécuriser voilà la santé des salariés, bon, nous on a regardé, c'était moins bien que ce qu'il y avait chez Amazon, quoi. Donc à partir de là, une question se pose, quoi. On a souvent tendance à critiquer Amazon. Enfin, la presse a tendance à critiquer Amazon, mais de mon point de vue, ils ne la critiquent jamais là où elle est critiquable. Tu vois, je pense que par exemple, donc il y a eu un moment, tu sais, la fameuse taxe GAFA qui a été mise en place, et Amazon a répercuté sur les commissions qu'il prélève sur ses vendeurs l'équivalent. Je crois que c'était 3% sur le chiffre d'affaires, et du coup, bah nous, ils nous ont augmenté de 3% nos commissions. Mais très clairement, 3% de commissions, tu le sens pas passer. Tu augmentes de 50 centimes à 1 euro ton prix, il y a rien qui va changer, quoi. En revanche, en 2018, Amazon a doublé ses commissions vendeurs. Et là, il y a personne qui est passé sur BFM pour expliquer ce qui s'était passé. Et je pense que là, tu as une grande partie des vendeurs qui sont morts. Enfin, pas une grande partie, mais tu as une partie non négligeable de vendeurs qui ont souffert. C'est pas prêt de s'arrêter cette prise de pouvoir d'Amazon. Ils ont une vraie emprise quoi sur leurs clients, on va dire. Ouais, ils ont une emprise sur leurs clients. Après, si tu veux, il faut pas oublier quand même que c'est le client qui fait la loi, hein. C'est le client qui achète. C'est quand tu achètes sur Amazon, tu votes pour Amazon, quoi. Tu vois, donc ça, il faut pas l'oublier. Tu vois, moi, je vais te donner mon exemple. J'ai vendu sur Amazon avant d'acheter. J'ai pas de compte Prime aujourd'hui. J'achète très rarement sur Amazon. Mais ce qu'on dit pas, c'est qu'Amazon a tout de même permis à beaucoup de business d'exister. Nutrienco n'existerait pas sans Amazon. Et moi, j'ai un nombre d'exemples vraiment très important d'entrepreneurs qui se sont bâtis avec Amazon. Amazon nous a quand même donné une visibilité extraordinaire. En l'espace, si tu veux, de quelques mois, notre gamme nutraceutique est devenue connue grâce à Amazon. Et aujourd'hui, je te donne un exemple, hein, mais les plus grosses références en nutraceutique, vraiment le top niveau, c'est t'as le Fort Capil d'Arcopharma qui est autour des 300 à 400 000 boîtes par an, et tu as un probiotique de Pilège qui s'appelle le Lactibial Référence, qui est vendu à peu près à 700 000 à 800 000 boîtes par an. Nous, aujourd'hui, avec nos probiotiques, on met à peu près 80 000 flacons par an. Et on a, en équivalent matière, 2 à 3 fois plus que ce que fait Pilège avec son Lactibial Référence. Donc, l'exposition que nous a offerte Amazon a été extraordinaire. Je pense qu'Amazon, c'est un sujet complexe et que le vrai débat ne sera jamais posé parce que tu as une lutte politique entre des États-nations un peu vieillissants qui perdent leur pouvoir face à des GAFA transfrontières. Et au milieu, tu as les médias qui cherchent à faire un petit billet. Mignon. Voilà, tu vois, voilà, c'est ça. Donc c'est un peu compliqué. C'est un sujet qui est très tendance Amazon, et il y avait un documentaire justement où tu avais pas mal de, on va dire, de personnes qui s'étaient lancées sur Amazon qui prenaient la parole. Alors tu avais ceux qui disaient que c'était génial parce que comme toi, ça avait permis de se lancer, et tu avais ceux qui disaient le problème c'est qu'on est, comment dire, on est dépendant d'Amazon. Typiquement, c'est un Américain qui disait ça. Moi, mon chiffre d'affaires Amazon, c'était à peu près des 10% qu'ils faisaient sur Amazon. C'était la globalité de tout ce qu'ils pouvaient faire sur tous les autres sites d'e-commerce. Est-ce que tu ressens justement cette dépendance ou pas du tout? Alors, on l'a forcément eu, nous, au début de notre histoire, parce qu'on vient d'Amazon, mais aujourd'hui, cette dépendance diminue de plus en plus. Et puis après, Amazon, c'est un petit peu ce qu'on en fait. C'est-à-dire que si tu tombes dans tous les pièges d'Amazon, la problématique aussi alors, ça, tu vois, c'est très propre à la culture des entrepreneurs du net, c'est qu'ils développent pas de marque. Pas des mecs qui ont des visions, tu vois ce que je veux dire? C'est des gens qui sont là, comment faire du dropshipping et tout. C'est sûr que quand t'es dans cette approche-là sur Amazon, tu tombes dans le piège qui te tente, c'est-à-dire une certaine dépendance. Tu te fais rattraper par la spirale infernale des prix, parce que Amazon cherche à vendre du prix avant tout. Et si t'as pas de marque pour défendre un prix, bah ça devient compliqué. Donc tu es obligé de vendre toujours moins cher. Et effectivement, quand tu as un produit qui a pas de marque et qui vend uniquement parce qu'il est bien référencé sur Amazon, quand tu bascules sur un e-shop où là, il faut de la marque, là, il faut du contenu, là, il faut exister, il faut payer également, ben, ça devient compliqué. Je pense que tout dépend de ce que tu fais d'Amazon. Nous, on a eu la chance, on a eu une chance, hein, parce que si tu veux, comme je te le disais, on n'a pas fait les McKinsey à s'asseoir autour de la table et à se dire comment on va faire les mecs pour devenir riches. C'est pas du tout la culture du Nutrienco. Mais on a eu la chance de se lancer sur un segment de santé. Quand tu te lances sur un segment de santé, tu as des clients qui sont moins regardants sur le prix.
Tu vois ce que je veux dire? Au contraire, presque de vendre cher, si tu veux, ça va rassurer. On se dit, putain, ok, là, c'est bon, je vais quand même avaler un truc. Ça a l'air quand même assez clean, c'est transparent, etc. Voilà. Mais nous, on a toujours eu pour objectif de construire une marque. Et aujourd'hui, Amazon donne la possibilité à des marques d'exister. Nous, elle nous a quand même donné la possibilité d'exister. Je dis pas que ce sont les meilleurs outils, etc. Je dis pas que l'avenir de Nutrien&Co est sur Amazon. L'avenir de Nutrien&Co n'est pas sur Amazon. Mais ça nous a quand même permis d'exister et tout dépend de comment tu orientes ton énergie, comment tu orientes le développement de ton entreprise. Juste pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, moi je suis pas un pro Amazon ou un anti Amazon. Je suis neutre. Je dis simplement attention, Amazon est blâmée là où elle est pas blâmable et blâmable là où elle est pas blâmée. Voilà ce que je dis. D'accord. On voit qu'Amazon est en train de s'installer dans le domaine de la santé de plus en plus, et notamment, ils font des pas de plus en plus de géants dans tout ce qui est pharmacie et parapharmacie. J'aurais bien aimé avoir ton avis. Est-ce qu'on va devenir aussi dépendant d'Amazon au niveau de notre santé? Alors, je pense qu'en France, on est protégé par le fait qu'on ne peut pas vendre de médicaments sur Internet. Aujourd'hui. Je pense que ça restera comme ça. On a une culture quand même assez particulière en France puisque la notion de prescription est un élément quand même assez fort. Je pense qu'on a les qualités de ses défauts ou les défauts de ses qualités, mais le côté un peu, charge d'ancien régime qu'on a acheté quand on est médecin, pharmacien ou dentiste, bon, on est capable de prendre sa fourche pour aller prendre la Bastille s'il faut la défendre. Je caricature un peu, mais donc on a quand même une culture où ce genre de truc, je ne vois pas les choses arriver à 10 ans. C'est pas mon souhait que ça arrive. Je pense que il faut faire attention le domaine du médicament, je crois, du médicament, parce que nous on n'est pas des médicaments. Le domaine du médicament doit rester vraiment l'apanage de la médecine et de la science. Je pense pas qu'Amazon ait un rôle à venir s'ingérer là-dedans. Après, aux États-Unis, ils sont en train de mettre en place leur système. En Italie, ils ont fait quelques annonces dessus, mais à mon avis, ce sera quand même compliqué. Ce sera tout de même compliqué à développer. C'est assez difficile. Moi, je peux te dire en tout cas que c'est pas ce que je souhaite. Très bien. Je peux peut-être élargir sur un point, élargir sur le fait que tu sais, Amazon paraît plus tentaculaire que ce qu'elle n'est réellement, au sens où dans la culture Amazon, le côté projet, nouveau projet, proactivité des salariés, etc., est toujours mis en valeur, mais pour 10 projets posés sur la table, il n'y en a qu'un seul qui aboutit vraiment. Et donc parfois, si tu veux, on parle de certaines choses, mais bon, ça marche pas forcément. Donc il faut faire attention, je pense quand même un petit peu à ce niveau-là. Oui. C'est un peu comme tous les GAFA on va dire comme les Google ou autres, qui tentent plein de choses et finalement, il y en a un qui marche sur 10 ou sur 15. C'est ça. Ouais. Récemment, vous avez levé 4 millions d'euros chez Créadev. C'était dans quel but de lever ces 4 millions? Alors justement, en fait, notre objectif, il a été de devenir une marque omnicanal. Enfin, on avait deux objectifs. Devenir une marque omnicanal et développer notre gamme et la crédibiliser avec de premiers travaux scientifiques. Pourquoi l'omnicanalité? Parce que la problématique qu'on a, et là on en revient justement à ta question précédente, c'était que on est sur un marché qui est dominé, enfin dont le processus d'achat est dominé à plus de 60% par la prescription. C'est-à-dire que le consommateur lambda, à 60%, va se faire conseiller ce produit par un pharmacien, par un médecin, par un naturopathe, par un coach sportif, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la problématique, c'est que sur le digital, quand tu es en direct to consumer, il y a au minimum 60% du marché qui t'échappe. Et quand on prend la logique du premier achat, on peut imaginer que cette notion de prescription peut monter à 80 ou 90%. Donc, on s'est dit qu'en restant sur le digital, en essayant de se bâtir une marque forte sur un segment de santé, ce qui est pas facile, parce que vendre de l'émotion quand ton produit représente le rationnel, c'est pas simple. Si tu veux brander de la cosmétique, brander de la sape, faire rêver sur Instagram, c'est facile. Vendre des gélules sur Instagram, franchement, mon copain, lève-toi tôt, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup moins facile. C'est beaucoup moins facile. Donc, si tu veux, en fait, on s'est dit un truc, on s'est dit, la profondeur de marché est limitée. Et il y a tous les jours, enfin j'exagère, mais t'as tous les mois une nouvelle marque nutraceutique qui naît, qui te dit qu'elle est plus gluten-free qu'une autre, qui te dit qu'elle est plus bio qu'une autre, qu'elle est plus naturelle qu'une autre, etc. Les CPC, les CPM vont exploser. Comment on fait? Et puis avec la marketplace Amazon qui est en train de devenir mature, machin, etc. Comment on fait? Et là, on s'est dit une chose, on se dit, notre force, c'est d'être né sur Amazon. On a la chance d'avoir une gamme, elle n'est pas DNVB. C'est-à-dire qu'elle est pas dans la hype. Elle n'est pas exclusivement faite pour une expérience digitale qui va parler à trois gentrifiés parisiens. Je caricature un petit peu, tu m'excuses, mais c'est pour aller vite.
Notre force, c'est que demain, notre gamme, on peut la mettre dans un linéaire de pharmacie. Et notre force, c'est que demain, on peut aller voir un médecin ou un naturopathe et dealer avec lui parce qu'on a des formules qui sont tellement belles et soutenues par des études cliniques que le mec, il croit en nous, qu'il a envie de promouvoir nos produits. Et là, on va chercher cette prescription-là. Sauf que ça coûte des sous. Parce que si tu veux, quand tu es sur un marché où il n'y a pas de barrière à l'entrée, où il y a toujours des nouveaux entrants, t'as pas le temps, en fait. Quand tu as une problématique de timing, la levée de fonds devient intéressante. Et puis après, il y avait aussi la volonté de crédibiliser notre industrie. La crédibiliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en France, on a le système de santé le moins cher du monde. Donc, en France, tu attends de tomber malade avant d'appréhender ta santé. Donc, culturellement, tu appréhendes ta santé via la curation. Du coup, en fait, si tu veux, on est sur une industrie qui, parce que en France, on a une culture de la curation de notre santé, qu'on attend de tomber malade avant d'appréhender notre santé, parce qu'on a le système de santé le moins cher du monde, eh ben, étant donné que la nutraceutique est un produit majoritairement de prévention, il était compliqué, en fait, jusqu'à maintenant, de le marketer. Donc, en fait, les gens ont vendu d'autres promesses que de l'efficacité. Parce que l'efficacité de la Nutra, ça se mesure à 10 ans, en moyenne. Alors que demain, tu vois un packaging en craft et une promesse d'éco-responsabilité, c'est plus facile. Donc, les mecs, en fait, ils ont mis plus d'argent dans le packaging. Et par contre, à l'intérieur des gélules, ils te faisaient croire qu'il y avait un peu de trucs végétaux à l'intérieur, donc ça t'ambiançait un petit peu. Mais cliniquement parlant, il y avait zéro résultat. Je fais des raccourcis, tu l'as compris, volontairement, mais c'est quand même la lame de fond de l'industrie nutraceutique sur les 20 dernières années. Sauf qu'il y a des molécules fantastiques qui sont sorties des laboratoires depuis ces 20 dernières années. Qu'en Italie, on a des formules fantastiques, aux États-Unis, on a des formules fantastiques, en Belgique, on a des formules fantastiques, et qu'il faut rattraper ce retard. Et pour crédibiliser l'industrie, il faut aller chercher de la preuve scientifique. Et donc, le deuxième volet de cette levée de fonds, après le développement dans le retail pour aller chercher l'omnicanalité, c'était de montrer que ça fonctionne en fait. Et donc là, on a dealé avec un laboratoire étatique qui s'appelle l'INRAE, qui est, si tu veux, la mecque de l'étude du microbiote, avec lequel on va lancer des études précliniques et on l'espère après cliniques pour montrer que nos produits fonctionnent sur l'amélioration de la santé digestive. Ok. Et ça coûte des sous, quoi. J'imagine, j'imagine. Est-ce qu'il faut absolument lever des fonds pour réussir sa start-up? En fait, tu vois, la levée de fonds, c'est un débat qui est houleux parce que tu vois, on en revient un petit peu aux cultures d'entreprise dont on parlait au début de cet épisode. Aujourd'hui, tu as certains entrepreneurs qui ont plus accès au cash, aux liquidités pour se développer que d'autres. Donc, ça crée des tensions. Globalement, si t'es pas dans une dynamique de culture un peu start-up et que tu coches pas toutes les cases, je vais caricaturer, mais si tu disruptes pas, si tu vois, tu fais pas, etc., tous ces trucs-là, aller se vendre dans un fonds de capital venture, c'est plus compliqué. Je l'ai perçu quand on est arrivé, si tu veux, nous, on était de cette culture de l'entrepreneuriat du net. J'ai été voir 2-3 fonds que je citerai pas. Les mecs, ils m'ont pris de haut. Ils m'ont sorti des consumer goods avec des comptes Instagram à 100K, ultra beaux, chiadés, magnifiques. Nous, on était des vulgaires vendeurs d'Amazon. Tu vois ce que je veux dire? On avait zéro Instagram. J'avais quand même acheté un pull octobre pour avoir l'uniforme, tu vois, mais ça n'a pas suffi. Donc, bon, après, je te l'ai dit, on rigole un petit peu. La culture startup, on la connaît bien et on était tout à fait capable d'en singer les codes. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as une tension entre parfois des entrepreneurs qui, parce qu'ils n'ont pas accès à cette liquidité, de par leur culture, basculent dans une position, si tu veux, un petit peu fanatique de dire, nous, on va être contre la levée de fonds. Et à contrario, tu vas avoir le start-upper qui, lui, dès qu'il fait une levée de fonds, c'est une fête, champagne, on arrose. Et aujourd'hui, tu as de plus en plus d'entrepreneurs qui, sur leur LinkedIn, ils te disent pas qu'ils ont créé une boîte avec 100 salariés, une superbe gamme, rentable, etc. Ils te disent, moi, j'ai levé 100 millions sur 3-4 levées. Ok, d'accord, mais ça fait quoi de ces 100 millions? Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça, si tu veux, c'est le discours un peu exacerbé, c'est le débat. Et toi, tu navigues là-dedans et tu essaies de pas tomber dans le dogmatisme. Et tu te dis, est-ce que la levée a du sens pour moi? Et je pense que pour Nutrienco, elle avait du sens, puisque comme je te l'ai dit, il y avait de plus en plus de nouveaux arrivants sur ce marché. Il fallait qu'on aille chercher une taille critique importante. Il fallait qu'on s'ouvre ce marché de la prescription rapidement. Et les marges du consumer goods ne sont pas les marges de luxe, sont pas non plus les marges qu'on peut avoir sur certains modèles économiques de type SaaS. Donc là, il faut aller chercher du cash. C'est comme ça qu'on s'est dit, est-ce qu'il faut qu'on aille en chercher ou pas? Et par contre, la chance qu'on a eue, c'est que nous n'avons pas démarré avec une levée de fonds. On n'a pas fait de seed. On a fait à peine de la love money, mais je pense qu'on pourrait même pas appeler ça de la love money. Mais par contre, on a amené sur notre série A un modèle rentable. Donc, on a apporté une vraie preuve de concept. On n'avait que ça, de toute façon. Tu sais, si t'écoutes, je sais plus qui c'est qui dit ça, je crois que c'est
crois que c'est Oussama qui te donne un peu les trucs qu'il faut pour aller lever des sous, quoi. Soit tu as un track record parce que tu as déjà monté 15 000 boîtes, soit tu as une social proof, soit tu as une traction. Bah, nous, on avait une traction, quoi, tu vois, une traction rentable. Donc voilà pourquoi on a levé des sous et aujourd'hui, on le regrette pas. Merci beaucoup. Avant de se quitter, on va passer au Flip and Curious. J'ai une première question qui est par rapport à ce que tu viens de dire. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le milieu des startups, il y a un bullshit startup? Je pense que tu as en face de toi voilà, un entrepreneur qui incarne la contre-culture startup, quoi. Tu vois. Je pense que oui, il y a du bullshit. Je pense que ce qui est dangereux, on pourrait peut-être faire passer un petit message, c'est en fait, si tu veux, aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est très valorisé socialement parlant parce que c'est un petit peu perçu comme une sorte de nouvelle chevalerie moderne. Tu as beaucoup de jeunes qui sortent d'écoles de commerce ou d'autres endroits qui veulent se lancer dedans sans vraiment savoir ce que c'est. Attirés finalement par les projecteurs, parce que disons la réalité, aujourd'hui, quand tu es un entrepreneur qui parvient à réussir, et je dis parvient parce que c'est tellement rare que tu vois, tu peux pas dire réussir tout de suite. Je me suis tellement battu, j'ai tellement sacrifié de choses, ça a été tellement de l'abnégation, de la résilience, etc., que quand je vois des mecs qui viennent me voir, ils me disent, putain, moi aussi, je suis entrepreneur, j'ai des idées tous les jours. Je dis, putain, mec, arrête, assis-toi, c'est pas ça. L'idée n'a de sens que si elle te permet de te lever pendant 3 ans tous les jours pour délivrer la même intensité. Mais l'idée, vends-moi des graviers, tu reviens l'année prochaine, si tu m'as vendu 10 fois plus de graviers que ce que tu en as vendu la première fois, on discute. T'as beau me sortir le plus beau sas de l'histoire, si sur le papier tu transformes pas après, c'est pas très intéressant. Donc voilà, je pense que le message, c'est de dire attention, il y a beaucoup de boîtes qui restent des PowerPoint, et je pense que la culture startup entretient cette dynamique, et parfois, tu as des jeunes qui vont avoir entre 22 et 25 ans, qui se lancent dans l'entrepreneuriat, à 30 ans, ils ont fait que du pitch, ils ont fait que pitcher. Et là, après, pour aller se reconvertir dans la vraie vie professionnelle, putain, je te jure, c'est compliqué. C'est compliqué, je suis d'accord. Je fais une petite parenthèse comme ça, il y avait une étude comme quoi c'était devenu hype sur Tinder de mettre entrepreneur. Ça vaut ce que ça vaut, ce que je veux dire. Ouais, j'ai jamais été sur Tinder. Si j'y suis un jour, je le mettrai, je te dirai ce qu'il en est. Mais non, mais c'est absurde. Ouais, non, mais c'est totalement absurde. C'est totalement absurde. Et moi, mon objectif, c'est d'expliquer aux gens que entrepreneur, c'est un métier qui n'est pas, comment dire, évalué à sa juste valeur. Mais il y a aussi une autre chose, c'est que je pense qu'on prend peut-être un peu plus de temps, mais ça peut être quand même intéressant. Dans cette culture startup, il y a aujourd'hui la culture du fondateur influenceur. C'est-à-dire que tu as de plus en plus de modèles de startup, et spécifiquement dans le consumer goods, où tu vas avoir un influenceur, et j'oserais même, tu vois, je poussais la caricature jusqu'à un influenceur qui est positionné à la tête de la boîte par un fonds d'investissement, et derrière, lui mettre un McKinsey en COO, histoire que ça tourne quand même. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que les gamins qui arrivent et qui voient l'entrepreneuriat, ils voient quoi? Ils voient ces influenceurs sur Instagram. C'est beau, c'est fantastique. Les mecs qui font une story le matin, ouais, là, tu comprends, j'ai un board, là, j'ai le board avec mes investors et tout. Le mec, il dit, c'est beau la vie, c'est trop beau. Et tu vois ce que je veux dire? Et derrière, t'as le McKinsey qui est fouetté par le fond pour avancer. Mais c'est pas ça l'entrepreneuriat. Moi, je peux te dire que j'ai fait à la fois le McKinsey et entre guillemets un peu l'influenceur. Alors moi, je veux pas trop incarner ma boîte parce que je pense que à trop le faire, ça en devient dangereux. Si un jour tu veux partir, tu peux pas partir. Mais il faut leur dire une chose, tu bouffes des graviers tous les jours, tu dois te remettre en question tous les jours, tous les jours. Et tu as des moments de solitude terribles. Le regard de tes proches sur toi change. Le regard de tes salariés change aussi. Les premières personnes que tu as recrutées, avec qui tu étais presque pote au début, quand tu es sur une boîte de 30, les mecs, tu les vois une fois par jour dans l'escalier, tu leur dis salut. Putain, c'est dur. C'est dur pour eux, c'est dur pour toi, mais c'est à toi de faire l'effort de développer de l'empathie et de comprendre la personne qui est en face de toi. Donc voilà, après tu as tes ventes à gérer, ta rentabilité. Bon là en plus l'année 2020, mais bon, c'est important de faire passer ce message que l'entrepreneuriat n'est pas le côté, comment dire, il n'y a pas que des bons côtés. D'ailleurs, avant de se quitter, ton prochain grand flip, c'est pour quand? Écoute, moi je suis un passionné d'animaux. Là, il y a, donc tu sais, je t'ai dit, j'étais en Provence, je suis basé à Aix-en-Provence et à la Sainte-Victoire, il y a 2 meutes de loups. Je me suis acheté un piège photographique pour essayer d'en capturer des images. Et je te le garantis, c'est une vraie quête parce que c'est très dur à choper comme animal. Donc mon prochain flip, c'est ça. Voilà. Le week-end, bien sûr. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à Flip. Merci à toi, Serge. C'était un plaisir. Pareil. Je passé un très bon moment.
Merci beaucoup d'avoir écouté Flip et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Au revoir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le grand Flip, c'est pour quand ?